Bienvenue sur le podcast Zarbia, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elle leur priorité. Je suis aujourd'hui en présence d'Anissa Lalaoum, ma chère amie, ma chère sœur, ma chère artisane. On prend plaisir à faire ces podcasts. Très authentiques, très naturels, très spontanés, avec différents thèmes qui nous sont proposés. Oui. Et aujourd'hui, j'ai un thème, Anissa, et je sais qu'on n'a pas le temps en une demi-heure de tout détailler, mais je pense que c'est important. C'est important de parler de la peur. Alors, plusieurs peurs. La peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, la peur de prendre la parole en public, la peur de ne pas assurer à un entretien d'embauche, la peur de se mettre en couple, la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer. Anissa, c'est quoi ces peurs? Pourquoi ces peurs? Tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est au final la peur de ne pas être aimé, c'est tout. Parce que dans tout ce que tu as dit, au final, on pourrait résumer ça comme ça. Bien sûr, on ne va pas le faire. Parce que voilà, on l'a fait, mais comme je dis, la guérison est immédiate, mais elle prend du temps. Donc là, c'est la même chose. On peut résumer tout ça à notre ego, effectivement, qui a cette peur, qui est réellement la peur de mourir, tu vois. Et l'amour que nous sommes, en fait, qui n'est pas l'ego, va aller activer toutes ces peurs-là pour continuer à vivre, tout simplement. Donc la mort de l'ego, tu dis? Oui. Pas la mort de la personne. Non, la mort de l'ego. La mort de la personne. Alors pour certaines personnes, justement, c'est très difficile quand il y a cette émotion. Tu as dit la mort de la personne, mais ça veut, tu vois bien comment on parle. Oui, bien sûr. Mais une personne ne peut pas mourir parce qu'elle est personne. Elle est personne. Voilà. La peur de l'individu, la peur de... Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas très compréhensible pour tout le monde, hein, la peur de l'ego. Quand tu as peur, point. Oui, complètement. On est d'accord. Hein. Et puis c'est essentiel dans cette vie. Hein. Ah, on est d'accord. Ouais, si tu dois tomber dans un ravin, Il vaut mieux que tu aies de la peur qui va t'alerter. Voilà. Alors pourquoi le système va nous alerter sur, par exemple, des désirs en réalité? Je veux être prise à ce job, je veux me marier, je veux entreprendre, j'ai une terrible envie de ça. Et là, il y a la peur. Elle vient me protéger de quoi? En fait, la peur dont tu parles là, on ne va pas parler de l'ego pour l'instant, mais la peur dont tu parles là, c'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de protection qui est lié donc à cette émotion de la peur à un moment donné, qui fait référence en fait à quelque chose qu'on a déjà vécu à un moment donné, tu vois. C'est un reminder. Quand j'ai peur, on en parlait tout à l'heure de monter sur scène et de parler, c'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai sûrement dû m'exprimer. Pas forcément comme ça, mais j'ai dû m'exprimer. Et en fait, soit je me suis sentie humiliée, soit je me suis sentie rejetée. Et donc, c'est cette mémoire-là, en fait, sur cette blessure-là, humiliation, rejet, qui vient se réactiver à ce moment-là. Donc, mon mécanisme, il va activer la peur pour me dire « Attention, souviens-toi, la dernière fois que tu as fait ça, il y a eu ça. » C'est complètement inconscient, ça se fait très rapidement et on n'a même pas le temps de se poser la question de d'où ça vient, pourquoi et comment je fais pour libérer ce mécanisme au final. Oui, parce que déjà, tu es dans l'émotionnel, donc tu es en train de ressentir dans ton corps. Hein. Il y a des personnes, c'est physique. Je tremble, j'ai mal au ventre. D'ailleurs, c'est bien ce terme, hein, parce que la peur, oui, elle a pour objet de nous paralyser ou de nous faire fuir. On prend souvent l'image du lion devant l'antilope. L'antilope, moi j'aime beaucoup regarder les documentaires animaliers, nous enseignent beaucoup de choses. On est un animal. Hein. Et l'antilope, elle a 3 secondes pour se décider. Soit elle reste, elle accepte de mourir, pétrifiée par sa peur, soit elle fuit. Et il est courant de voir certaines personnes, des êtres humains, adopter la même chose en fait, c'est-à-dire le même comportement. J'ai en face de moi un lion, effectivement ça fait peur, l'entretien d'embauche fait peur, le directeur fait peur, l'homme fait peur. Je vais faire 2 choses, je vais fuir, je vais accepter de mourir, c'est-à-dire je vais tout saboter. C'est drôle parce que quand tu as dit accepter de mourir, effectivement il y a soit le sabotage, soit l'acceptation. Mourir, il a un autre sens que j'aime bien. C'est soit j'accepte de mourir, ça veut dire j'accepte de traverser la croyance que je meurs. C'est ce qu'a fait l'antilope. Hein. C'est ça,
Bah, en fait, c'est drôle cet exemple parce que j'en ai parlé à Géraud la semaine dernière. On regardait un documentaire sur les lions et à un moment donné, c'était les zèbres, les buffles et tout. Et je me suis dit, attends, mais les buffles, ils sont 200 et eux, ils sont 4 lions. Je me suis dit, attends, pourquoi ils se mettent pas tous ensemble et tout? Et à un moment donné, donc moi, je suis complètement dans l'empathie, je suis identifiée au truc, je pleure. Mais non, il y a un petit buffle là qui s'est fait manger et tout. Je suis pas bien. Mais là, déjà, je comprends deux choses. La première, c'est que eux, ils n'ont pas ce mindset-là. Ils n'ont pas fait l'école des artisans. Non, et puis ils n'en ont pas besoin parce que eux, c'est naturel chez eux. À un moment donné, bah, ça peut. Tu vois, tu peux perdre un buffle parce que bah, ouais, c'est fait attaquer, etc. Et accepter de mourir, en vrai, l'étape qui est d'accepter d'avoir peur, parce que c'est ça qui se passe, hein, c'est soit je fuis, soit je me sabote, soit j'accepte sur le moment de croire que je suis en train de mourir de l'intérieur. Mais en vrai, je suis en train de regarder ma peur en face. Ça, c'est chouette. Parce que quand je la regarde en face, j'ai l'impression de mourir. Mais en vrai, je suis en train de dire, ok, j'accepte de mourir. Dans cet espace de j'accepte de mourir, parce que c'est une émotion, il n'y a pas de lion en face. Hein. C'est la représentation holographique de ta peur qui est peut-être ton père quand tu étais petite qui te disait des choses. Donc, c'est que des projections. Donc, revenir déjà à quelque chose de rationnel. Mais en vrai, dans nos cellules, c'est comme si c'était un lion. C'est ça qui est problématique. Et c'est quand même très difficile de venir dans cet espace de rationnel. Quand tu es aveuglé, ça, on va en parler. Parce que quand l'émotion est là, il n'y a aucune raison. J'ai peur d'une souris, je saute en l'air. Tu as beau me dire, mais regarde, elle est toute petite, regarde, elle est toute mignonne. Hein, ou un cafard, c'est moins probable. Moi, j'aime bien les petites souris, elles ne me font pas peur. Cafard, j'aime pas, mais j'en ai pas peur. Mais tu vois bien qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à raisonner. On n'arrive même pas à se raisonner. Et on a du mal à raisonner la personne. C'est quoi la solution, Anissa? Il n'y en a peut-être pas une comme ça, mais tu as dit un mot très important. L'entraînement. L'entraînement de quoi? Bah parce que tu m'avais posé la question tout à l'heure, tu m'as dit allez, on prépare le podcast, quel est l'outil? Tu m'as dit je veux des outils concrets. Moi je dis, je veux du concret, voilà. Ça suffit maintenant. Tu m'as dit je veux un outil concret. Et c'est vrai que j'ai réfléchi et je t'ai dit ah mais dans l'école des artisanes, je leur donne les outils, etc. Et parfois elles m'appellent en crise et elles me disent tiens Anissa, ah bah tiens j'ai fait l'outil. Donc par exemple un outil de gestion des émotions, Tipeee, EFT, EMDR, enfin il y en a plein tu vois. Et imaginons, j'ai fait Tipeee, ça fait 3 heures que je fais Tipeee. J'ai pivoté ma pensée, tout ça et tout, mais je suis toujours en PLS. Comment je fais? Je vais... Voilà, exactement. Et je leur dis, et quand tu m'as demandé d'avoir un process concret, on est arrivé à cet endroit de, c'est un entraînement. C'est pour ça que je dis aux artisanes, les 3 premiers mois, on va vous entraîner déjà à recevoir les outils, parce qu'au début, elles ne savent même pas comment faire, elles ne savent même pas comment elles se sentent, elles ne savent pas à quoi elles pensent, elles ne savent pas qu'elles subissent leur paradigme, qu'elles subissent inconsciemment toute leur vie. Donc tout ça, on va mettre en lumière. Après, c'est de l'entraînement. Concrètement, là, par rapport à une émotion qui se présente, à une situation d'un recruteur en face, ou d'un investisseur, ou de ta première cliente, hein, on est dans le business, et ben en fait, déjà, quand tu as les outils, tu sais que déjà, tu as un mindset. Le mindset fait que tu as envie d'y aller, tu as un état d'esprit. Mindset, c'est un état d'esprit. C'est en gros, je sais qu'une pensée va me traverser, cette pensée-là va me traduire une émotion, cette émotion va créer une action. Une réaction. Là, c'est ce qui se passe. J'arrive, c'est ma première cliente. En fait, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, je ne sais pas si je suis au bon tarif, je ne sais pas en fait si elle va ressortir satisfaite, blablabla, blablabla. D'accord? Et bien là, en fait, il y a des pensées qui sont en train de me traverser, qui donnent une émotion. Donc, je vais m'entraîner avant ce rendez-vous. C'est pour ça qu'il y a un entraînement chez les artisanes pendant 3 mois. Je vais m'entraîner tous les jours. Elles ont des exercices concrets à faire tous les jours pour s'entraîner sur le mindset, sur l'émotionnel et sur l'action alignée. Et quand je vais arriver en face de cette femme-là qui est ma première cliente, je sais. Je ne vais pas chercher à fuir cette peur-là. Je vais la regarder, je vais accepter de mourir littéralement de l'intérieur. D'accord? Quand mon mindset va me dire ah oui mais t'es pas à la hauteur, etc. Parce que ça c'est pas de la peur, hein. Ça c'est de l'ego pur. Il va te dire que t'es pas à la hauteur, etc. Bah là déjà lui je vais lui dire ok je suis à la hauteur. Je suis à la hauteur et je sais que je peux le faire. Si je suis en face de cette cliente-là, c'est que je l'ai créée dans mon environnement et je suis tout à fait capable, véritablement, en fait, d'accompagner cette cliente-là. Ça ne veut pas dire que je vais être dans le fake, etc. L'émotion, la peur qui me paralyse, qui me tétanise, je me serais déjà entraînée pendant 3 mois, 6 mois, 1 an à l'accueillir. C'est pour ça qu'on répète, parce qu'il ne faut pas attendre que l'émotion elle arrive qui me paralyse sur scène pour me dire hey, c'est quoi l'outil déjà, comment on fait, on tapote, machin. Non, c'est parce que tu t'es entraîné 200 fois avant ou 2000 fois avant, que quand tu arrives, hein, c'est ce que faisait Mohamed Ali et tous les autres, ils s'entraînent beaucoup plus dur en fait dans la salle pour que le jour du combat soit plus facile. Et je regrette qu'en France, on n'ait pas, justement, si on reparle d'entrepreneuriat, justement de l'entraînement à l'échec, de s'entraîner à échouer.
Moi, j'ai pris la parole au cours de ma carrière en donnant des speeches. Et effectivement, je montais sur scène. Et avant de monter sur scène, j'avais le freak out. Et beaucoup d'artistes le disent, oui, mais même après, même toi, après X temps. Et je sais qu'un jour, un coach m'a beaucoup aidé, c'est Guillaume Andreu. On a dit qu'on citait ceux qui nous accompagnaient. Et j'appelais Guillaume et je lui disais, oh, Guillaume, j'arrive plus à respirer là, je me sens pas bien. Donc on faisait effectivement des exercices de respiration, respire. Et à chaque fois, il débloquait dans ma tête avec une phrase. Il me disait, Lydia, tu te souviens de la dernière fois quand tu es montée sur scène? Je disais, oui, je m'en souviens. C'était comment quand tu es descendue, quand ça s'est passé, après? Je lui dis, ben, j'étais super heureuse. Oui, mais concrètement, les gens sont venus te voir. Et il me faisait revivre émotionnellement l'après. Et moi, ça me reconnectait très furtivement. Hein. Il me dit, fais confiance. Quand tu seras sur scène, ça va se réactiver. Oui, clairement, c'est énergétique. Hein, ça et là, on était dans l'énergie totale. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'effectivement, il ne m'a pas fallu d'une fois. Ah non. J'ai dû le faire, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et en fait, c'est comme si on était mécaniquement, automatiquement entraîné à rater, automatiquement entraîné à faire que ça se passe mal. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus coutumier du fait que ça ne marche pas que coutumier du fait que ça marche. Parce qu'on n'a pas eu cet entraînement qui nous a prouvé, et moi en ayant fait le parcours des artisanes, j'ai pu voir que cet entraînement amenait du résultat parce que c'était tous les jours. Maintenant, tout le monde ne travaille pas tous les jours sur un sujet. C'est une fois, c'est comme tu le dis, une situation de crise. La crise, elle passe. Si ça ne s'est pas bien passé, je mets sous le tapis. C'est ça. Hein, on est d'accord? Je mets sous le tapis en mode bon, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Si tu as le mindset, parce que généralement, c'est je recommence plus. En général, c'est j'y vais plus. J'y vais plus. J'y vais plus. Bah non, ça s'est mal passé, c'est comme dans les relations amoureuses. J'y vais plus, j'ai échoué. Le terme échoué, c'est vraiment la notion d'expérience. Hein. Il faut vraiment pas ça. Et puis on est entraîné. Hein. Je rappelle qu'on est entraîné, puisque ça me fait penser à quand on apprend à marcher. On s'en souvient pas, dommage. On s'en souvient pas, mais c'est 10 000 fois. On tombe 10 000 fois avant d'apprendre à marcher. Et la seule différence entre l'entraînement de quand je commence à marcher et l'entraînement à avoir une première cliente, deuxième cliente, troisième cliente, etc., c'est tout simplement le jugement qu'on met dessus. Un enfant, quand il apprend à marcher, il ne se juge pas. Il ne se pas dit, oh vas-y, laisse tomber, c'est trop dur. Il n'y a pas un parent qui va dire à son enfant, non, toi, laisse tomber. T'es pas fait pour marcher. T'es pas fait pour marcher. Allez, continue de ramper. Marche à 4 pattes. C'est très bien comme ça. Hein. Et en plus, moi, j'avais une amie, j'avais adoré son exemple. Elle avait sa fille qui n'a jamais fait de 4 pattes, justement. Ah, elle est sortie, elle a marché direct. Non. Je veux la rencontrer. C'est possible, belle mec. Hein. Non. Elle, ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle est passée en fait à plat pour se rendre à un endroit. J'avais jamais vu ça de ma vie. Elle roulait sur elle-même. Pas de 4 pattes. Ah, mais il y en a qui marchent aussi, qui sont sur les fesses. Voilà, exactement. Fesses, et donc elle roulait sur elle-même pour atteindre un objectif. C'était très très drôle. Et en fait, sa mère n'a pas jugé ça. On a trouvé ça. On s'est dit tiens, c'est sa méthode à elle pour aller d'un point A à un point B. Et après, effectivement, elle est passée direct. Elle se tenait. Et elle a commencé à marcher. Elle a commencé à apprendre à marcher. Donc ça veut dire qu'on trouvera chacune et chacun son mécanisme. Mais on connaît. Le mécanisme de libération émotionnelle, il est naturel. Ce qu'on apprend à faire chez les artisanes, c'est juste se reconnecter à ce qu'on ne nous a pas appris quand on était petit, c'est-à-dire à libérer l'émotion naturellement. On le fait le corps sait le faire, mais on ne l'autorise pas. Comme par exemple, mais non, arrête d'avoir peur. Je ne libère rien, on est d'accord. Non. Mais non, ça ne sert à rien d'avoir peur. Toutes ces phrases qu'on va dire à une personne qui est dans une situation de peur ne l'aident pas. Absolument. C'est pour ça qu'il y a des outils qui permettent de libérer. Et puis, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a plein de gens, par exemple, j'étais à la Tour Eiffel la semaine dernière, et quand j'étais à la Tour Eiffel, j'avais oublié que j'avais le vertige. C'est bien ça d'oublier. Oui, j'ai oublié, mais quand j'étais... T'as oublié que tu te rappelais que t'avais... Je me rappelle que j'ai oublié. Quand je suis arrivée là-haut, je fais merde, j'ai oublié que j'avais le vertige, tu vois. Et là, ça a surpris une des personnes qui était avec nous, elle m'a dit, mais attends, t'es mentor spirituel et t'as peur du vertige? Enfin, t'as le vertige en l'occurrence, t'as peur du vide. Mais je suis complètement alignée pour moi. J'ai d'autres peurs que je transcende comme ça. Mais pas celle-ci. Mais
bah celle-là, c'est pas grave, je suis dans mon humanité, je cherche pas à être autre chose que ce que je suis. C'est un truc que je vais travailler à un autre endroit. J'ai peur du vide. Quand on est dans la spiritualité, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. D'accord, bah, le vide, c'est la mort, c'est tout ce qui s'ensuit, etc. C'est pas parce que je suis dans ce cheminement-là qui me permet de manifester ce que je veux, quand je veux, comme je veux, que pour autant, il n'y a pas toute mon humanité derrière qui fait que... bah. Je fais un petit appel à nos auditrices, auditeurs. Si vous voulez faire un cadeau à Anissa, vous lui offrez un saut en parachute. Alors non. Si. No way. Et là, ça va, et elle nous le fera la vidéo. Même pas, ouais. Moi, je lance le défi. Ça prendra le temps que ça prendra. Je lance le défi. Géraud, si tu nous écoutes. T'as pas besoin d'aller chercher les auditeurs, là, tu vas chercher Géraud. Ben, Géraud, si tu nous écoutes, voilà, c'est le défi lancé par Zarbia, la communauté d'Anissa. Je vous demande de réagir en live et de lui offrir ou de lui demander de nous montrer cette vidéo. Bon, à la tyrolienne alors. Non, mais il me l'a fait faire déjà tout ça, Géraud. J'ai pas fait le parachute. Un parachute. Mais déjà, moi à la base, faire un covoiturage en Blablacar, hein, pour leur faire la pub, déjà c'était un challenge. Prendre des inconnus dans une voiture, c'était non. Faire du scooter, c'était non. Bon, alors justement, comment tu as transcendé cette peur? Bah, j'ai commencé par aller dans les peurs qui me faisaient le plus peur, c'est-à-dire les peurs intérieures, avant d'aller dans l'extérieur. C'était quelle peur intérieure? Bah, mes peurs intérieures, c'était la peur de tomber, la peur de me faire mal physiquement, la peur de souffrir. Moi, la plus grande des souffrances, c'était la peur de souffrir. La peur de souffrir, ça voulait dire, je voulais arrêter de me faire mal parce qu'il y avait la souffrance derrière. Et on l'a vu avec ma chute de ski il y a encore 2 mois. Ma peur, c'était pas de faire du ski. Ma peur, c'était de tomber, de souffrir. Et c'est ce que t'es arrivé. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc ta peur, t'as créé... Bien sûr, je l'ai créé littéralement, bien sûr. Et c'est pour ça que la prochaine fois, j'ai dit quand j'irai au ski, sans problème, je reste au chalet. D'accord. Je me prends un chalet avec un bain nordique. C'est ce que j'avais fait en plus. Hein. Mais je ne me suis pas écoutée. Il y a plein de choses qui se sont jouées dans mon accident de ski. Hein. Il n'y a pas que, si tu veux, une peur, elle a plusieurs fenêtres. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qui s'est fait le jour où je suis tombée, c'est que j'avais peur de tomber, j'avais peur de mourir, j'avais pas envie de faire de ski. Je l'ai fait alors que je ne me suis pas écoutée. Non, j'ai été loin, hein, vraiment, j'ai été loin. Je ne devais pas aller à l'enterrement de ma grand-mère. Il y avait tellement de choses qui se sont jouées dans cet accident de ski qui finissaient par, ok, bah, je vais plonger dedans. Tu vois, donc c'est pas juste une seule voie, on est quand même des êtres complexes, faut pas déconner non plus, hein. C'est pas arrête d'avoir peur, il y a 1001 peurs qui se cachent derrière la peur qui te fait peur. On peut se lancer des défis comme ça pour aller... T'as envie de défier? Non, non, je me dis comme ça parle d'entraînement, est-ce qu'on peut pas, pour les personnes qui ont le plus peur, oui, de se dire tiens, allez, là je me lance un défi, j'ai peur de parler à un inconnu, je vais parler à un inconnu. Moi je sais que je faisais souvent ça avec des amis. Mais on le fait dans les artisanes. Hein. On se lançait des défis au dîner, tiens, va lui demander... va lui parler. J'ose pas lui parler. Bah, tu vas le faire et on va te regarder. Est-ce que on peut faire ça ou ça c'est juste c'est de la paillette, quoi? Non, moi je crois pas que ce soit de la paillette. Je trouve que ça marche bien. Il y a plein d'accompagnants qui font ça et je trouve ça merveilleux. Maintenant, je pense qu'il faut être à l'écoute de cette peur parce que ce qui peut être, moi, parfois je rigole, tu sais, pendant les lives ou même pendant les artisanes et les gens ils me disent attends, je suis en souffrance et tu rigoles. Et moi, ça m'a toujours. Et je suis là, oui, parce qu'on arrive à un certain niveau où on est dans l'autodérision après, parce qu'on s'est tellement vautré soi-même qu'après on rigole. Quand je vous partagerai la vidéo où je me suis déchiré les ligaments. Le sauveteur, il n'a rien compris. Il vient, je rigole, je pleure, je rigole, je pleure. Il me dit, mais elle rigole ou elle pleure? Puis c'est des Suisses. Et je lui dis, même moi, je sais pas. Je lui dis, non, je rigole parce que je sais pourquoi et je pleure parce que j'ai mal quand même, tu vois. Maintenant, le truc de l'entraînement, de se lancer des défis, nous, on le fait dans les artisanes. Hein, le mois numéro 2, on est dans la matière concrètement. On va aller regarder, en fait, comment manifester concrètement ce qu'on veut. Donc déjà dans le premier mois, on va voir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Voilà. Mais pendant le deuxième mois, on va faire, ok, on va aller chercher ces défis, on le fait sur le terrain, mais on va le faire à partir de là où l'artisane est capable d'aller. Lui lancer quelque chose, parce que sinon, en fait, ça va encore plus lui montrer à quel point elle n'est pas capable, entre guillemets. Alors que moi, si par exemple, tu m'avais dit, allez, on va aller affronter ta peur du vide, si tu m'amènes à la Tour Eiffel, en haut de la Tour Eiffel, là où j'ai peur du vide, ça ne marchera pas. Par contre, je suis partie faire la peur du vide avec l'ayahuasca. Parce qu'à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée vraiment dans le vide intersidéral du rien. Le vrai vide qui me fait peur, c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas rationnel. C'est le vide intérieur. C'est le vide intérieur. Moi, ma plus grande peur, c'est la solitude. Donc forcément, il y a la dépendance affective. C'est vraiment la peur en fait d'être abandonnée. Tu vois, c'est ça mes vraies peurs du vide. Est-ce que on pourrait dire, tu parlais d'entraînement, on pourrait aussi dire que le fait de se préparer, c'est aussi une manière de vivre sa peur, de l'affronter. Quand tu te prépares, quelqu'un qui n'est pas préparé
Parce qu'on parlait de se préparer à un entretien, se préparer pour prendre la parole en public, se préparer à l'amour, se préparer au couple. Prochain thème du podcast Zarbia. On est d'accord que l'entraînement, c'est cette préparation qui est importante. La définition de la chance. La définition de la chance, c'est quand l'opportunité ou la préparation. Moi, je dis c'est quand la préparation rencontre voilà, exactement. La définition de la chance chez les artisanes, et ça vient pas de nous, hein, mais c'est quand la préparation, donc c'est ce que tu dis, rencontre l'opportunité. Alors, admettons que je me sois préparée à mon entretien d'embauche. Mais vraiment, c'est-à-dire j'ai passé tout le week-end à lire, j'ai fait appel à une personne, je sais pas, une ancienne RH qui m'a donné les 2-3 clés. Tout le week-end, j'ai mon rendez-vous lundi et tout le week-end, je me prépare. Et là, j'arrive au rendez-vous, pouf, la peur, je suis submergée par la peur. J'ai tout oublié de ce que j'ai fait le week-end. Alors, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, je vais aller prendre un expert, je vais aller prendre un coach qui va me dire, en fait, qu'est-ce qui fait que chez moi, effectivement, eh ben, je tremble devant un inconnu. Comment me positionner? Quelle est ma posture? Il va m'apprendre ça. Je vais me préparer tout le week-end. Je vais étudier sur le sujet. Je vais m'introspecter pour voir sur quel bouton on appuie, qu'est-ce que ça vient traduire dans mon expérience. Quand je vais arriver au rendez-vous lundi, si la peur, elle est là, la réelle préparation, ça va être l'expérience. Arrêtez de déconner. Je veux dire, ça va pas se faire en un entretien. C'est-à-dire que dans cet entretien-là, ça se trouve, je vais complètement le foirer, mais je vais avoir l'audace de poser la question en fait au recruteur à la fin qui va faire bon, ça va pas le faire pour cette fois-ci. Il faut avoir l'audace à un moment donné de lui dire ok, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me dire à quel endroit en fait ça ne correspondait pas. Et ça se trouve, et ça m'est déjà arrivé plein de fois, où le recruteur il me dit vous êtes trop qualifié. Ou finalement on vous voit pas à ce poste-là. Ou finalement en fait, ce qui aurait pu être intéressant, et là il me dit, et je l'ai vécu aussi dans les relations amoureuses, et il me dit là en fait, on a senti que vous étiez hésitante, ou c'était trop, ou vous êtes trop attachée, etc. Mais il va me dire l'information. Donc la préparation, c'est pas d'être préparé tout le week-end. La préparation, c'est peut-être que je vais en faire une dizaine de rendez-vous. Et à la fin du 10e rendez-vous, je vais me rendre compte, et c'est ce qui s'est passé quand j'étais à la banque, que je ne suis pas faite pour être banquière. À un moment donné, voilà. Et parfois, c'est ça qui bloque. C'est que j'ai peur d'aller, finalement, que la vie me montre ce qui est bon pour moi, pas ce que je veux. Mais il n'y a que l'expérience. Et c'est ça la problématique de cette définition que je trouve très bien, en fait, hein, qu'elle met en lumière de la chance, c'est la préparation qui rencontre donc l'opportunité. Souvent, les opportunités, il y en a plein, mais on n'est pas prête. Et on les voit pas. Mais on ne peut pas les voir, on n'est pas prête. Et parfois, on les voit. Parce qu'on dit, ah oui, mais cet homme-là, il s'était présenté dans ma vie, et puis on s'était déjà rencontrés il y a 10 ans, mais en fait, j'étais pas prête. Mais c'est parce que j'ai eu un divorce, c'est parce que j'ai rencontré nanana. Exactement. Là, quand je vais le re-rencontrer, en fait, j'ai plus besoin de le séduire. J'ai plus besoin. Je suis plus dans le jugement. Je suis plus dans ceci parce que l'expérience est passée par ça. Ce qu'on appelle l'échec dans l'entrepreneuriat ou même dans les relations amoureuses et où on arrête. Les 3 quarts des gens arrêtent et disent non mais ça n'a pas marché. Combien de fois t'as essayé? Combien de fois? Et là, et là, tu es mastermind dans les SM, Anissa. Absolument. Parce que tu en as rencontré près de 200. 200, donc tu as une vraie expérience. Non, ça m'évoque, ce que tu dis, ça m'évoque le fait que tu vas te préparer, effectivement. Et en entrepreneuriat, on va aussi dire, vaut mieux que tu échoues vite, tout de suite, pour que tu apprennes. C'est-à-dire, vaut mieux que tu répètes des erreurs très rapidement, parce que ça te donnera une opportunité d'apprendre plus vite et de ne plus en commettre. Et donc, une personne qui va rencontrer quelqu'un, et ça se passe mal, et qui ne rencontre plus personne après, eh ben, ça lui prendra beaucoup plus de temps d'apprendre. Une personne qui va faire un entretien, et ça va pas marcher, elle n'en refera plus. Elle aura du mal après. Et moi, ça m'est arrivé pour mes dents. J'étais allée voir un dentiste, mais j'avais marché sur du caca. Je m'attendais pas, excuse-moi. Voilà, ouais, c'est vrai, c'est une histoire de dingue. Une histoire de dingue. Moi, vis ma life. Vis ma vie. Et ben, j'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 15 ans, et j'avais marché sur du caca, et vraiment, c'était la bouse voilà, énorme, quoi. Et j'ai nettoyé, j'ai essayé de nettoyer, et j'arrive au cabinet, et là, l'assistante ouvre la porte, et elle dit « Mais ça pue !» Elle hurle comme ça. Moi, je deviens toute rouge. En fait, j'étais pétrifiée de honte. Je savais pas quoi faire. J'ai pas eu de réflexe. Moi, j'étais pas armée, quoi. J'étais la petite fille qu'on a grondée au piquet, tu bouges plus. L'humiliation aussi. Et l'humiliation, je me sentis totalement humiliée. Je vais tant bien que mal m'allonger
chez le dentiste et je ne suis plus jamais retournée. Et c'était pour mes dents de sagesse que j'ai gardées. Voilà, pour le coup, je les ai gardées très longtemps. Tu cherchais la sagesse. Je suis allée chercher la sagesse et plus personne touchera mes dents de sagesse. Tu les as encore ou pas, tes dents? Ça y est, je les ai enlevées. Non, je suis retournée, j'ai marché 2 fois dans le caca, j'y suis allée, j'ai dit ouais, ça pue, j'enlève mes chaussures, qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Ok. L'expérience, c'est ça. Mais tu vois, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, alors j'ai vécu la même chose avec un homme. Ça me revient là, c'est hyper drôle. Je devais avoir 21 ans, 22 ans. Et j'avais parlé à un homme sur Internet. Et franchement, c'était un super match. Et cette personne-là m'a dit, waouh, elle m'a dit, t'es jeune. Et vraiment, quelle maturité, quelle sensibilité, tout ça. Et on va se rencontrer. Et moi, je crois qu'il avait 10 ans de plus que moi quand même. Donc, il avait 20 ans, lui, il avait 30 ans. Il devait avoir 30 ans, oui. Beaucoup de maturité. Et ça correspondait parfaitement à ce que je cherchais à l'époque. Et donc, juste avant le rendez-vous, donc moi, je suis impressionnée. Ça fait 2 mois qu'on parle ensemble. Donc, on parlera après du délai, n'est-ce pas? Jamais attendre 2 mois. Et donc, je suis très impressionnée. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien, en fait, je vais beaucoup transpirer. J'ai énormément transpiré. Donc, les auréoles, bien évidemment, qui commencent à s'intensifier. Ça va à cet endroit. Et en fait, juste avant d'arriver en fait, au rendez-vous, comme j'étais vraiment pétrifiée, parce que je ne me sentais pas à la hauteur, que c'était trop gros pour moi, en fait, je vais faire un mouvement pour ramasser quelque chose et mon pantalon va craquer. Derrière, toute la fente là. Voilà. Et donc, je suis à 30 mètres, donc il m'a vue. Donc, je ne peux pas faire marche arrière. Mais lui, il ne sait pas, tu vois, c'est avec moi qui sait, tu vois. Et donc là, j'avance, et donc j'arrive, et donc je tant bien que mal, je m'assois sur les escaliers, je crois que c'était à La Défense, un truc comme ça. La Défense, hein. Et donc je suis assise, et donc il me parle, et puis moi je suis, oui. Oui. Et donc bien évidemment, le rendez-vous échoue complètement. bah oui, parce que t'étais pas là. En fait. Bah oui, et là, il va me dire... Et donc il m'envoie un message, il me dit écoute, ça va pas le faire, hein. C'est dommage, hein, t'es pas du tout la même que au téléphone et tout, c'est dommage. Il n'y avait pas la joie de vivre là. Et donc ça m'a pris quelques années, 15 ans je crois. Pour lui dire? Non, alors déjà je l'ai revu 15 ans après. Juste avant de rencontrer Géraud, je l'ai revu, c'est ça qui est dingue. Hein. Et je l'ai revu en fait, non en fait, moi ça va pas du tout, enfin, on n'est pas du tout fait pour être ensemble en fait déjà. Donc savoir que l'expérience m'a montré que déjà on n'était pas fait pour être ensemble. Aussi que on peut être jugé très rapidement comme ne pas correspondre, alors qu'au final, c'était juste je vivais quelque chose. Hein, oui, on se juge. On se juge. Et je ne pouvais pas régler cette situation émotionnellement à l'époque, parce que je n'avais pas les outils et je n'avais pas l'expérience. Aujourd'hui, comme toi, si je vis la même expérience, je rigole. Tu rigoles, tu dis excuse-moi, j'ai craqué mon slip, je suis chaude comme la braise, je suis prête. C'est où La Défense, pardon, La Défense. Donc voilà, bon, je pense que... la morale de l'histoire. Alors, la morale de l'histoire, ce que je voulais dire, surtout en entrepreneuriat, parce que on voulait aborder quand même la peur dans l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que déjà, il faut se faire accompagner. Faut se préparer, vivre l'expérience. Et il y a un truc que j'ai jamais compris, et je pense qu'on fera un autre podcast sur le sujet, c'est que on nous dit, hein, les écoles, les grandes écoles, etc. et tout, qu'il faut tout mettre sur le papier, que ça soit parfait avant de se lancer. Et tu l'as dit tout à l'heure, la meilleure façon de se lancer et de savoir ce qui nous correspond parfaitement, c'est de l'expérimenter tout de suite. Tu vois, now. C'est que tout de suite, je vais me mettre devant une caméra, je vais voir si ça me plaît pas. Je vais me lancer ma glace que j'ai faite maison et je vais la vendre à 2-3 copines pour voir comment ça réagit. Si elle meurt pas. Pardon. En tout cas, je vais avoir l'information immédiatement. Et c'est ça l'expérience et que souvent les gens appellent l'échec. Et quand je suis prête, parce que j'ai peaufiné, à un moment donné, ça se trouve, ça fait 3 ans que je teste ma glace et que maintenant elle est devenue parfaite. Et ben c'est à l'anniversaire de la fille d'un ami, d'accord, que je vais ramener mes glaces, juste comme ça pour déconner, parce que ça me fait plaisir et parce que j'avais envie, c'est ce que tu as dit. Et là, tu as le... numéro 2 de la nouvelle branche biologique bio de chez Nestlé qui est là et qui dit voilà, nous on veut vraiment changer le mindset, etc. Et on veut ta glace. Et c'est ça la chance. Merci Anissa. Expérimenter, c'est la clé. Et faites-vous accompagner. Oui, bien sûr. Attends, quand même. Expérimente, tu comprends rien. Si tu expérimentes et que tu te ramasses 200 fois et que tu n'as rien compris, il y a un problème. Voilà, il faut se faire accompagner par des experts. Merci beaucoup, c'était le podcast Zarbia. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming, également sur YouTube. N'hésitez pas à partager à votre entourage.